Mais franchement, qu'est-ce qui m'a pris d'acheter ça ? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Christelle Nioul, Cristal LK, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce ne sera pas un podcast. Aujourd'hui, on va parler couleurs et laine variée. On a tous craqué pour ce genre de choses. Donc, ce genre de coloris qui, quand on les voit sur des stands, nous disent « Ah waouh, je vais l'acheter ». Et on en achète 1, 2, 5 écheveaux. Ce genre de choses, par exemple. Voilà, ce genre de choses. Ce genre de choses. Alors ici, on a Abtsmedga, on a du Vulcan Yarn, on a du Fildorus, on a de l'Arcoiris Iris Yarn. Alors, ce n'est pas propre aux laines de teinturière, on peut avoir aussi ce genre de choses sur un fil industriel. Donc, que faire quand on se retrouve face à son stock et qu'on se dit « mais en fait, j'ai acheté un seul écheveau de ça, mais qu'est-ce que je vais en faire ?» Ou « j'en ai acheté 5, mais qu'est-ce que ça va donner au final ?» Donc, il y a des moyens de pouvoir envisager et de pouvoir s'imaginer comment un fil va donner, même si en réalité, en fonction de plein de choses, de plein de critères dont je vais vous parler, vous pouvez avoir des résultats un peu différents. Mais quand vous voyez ce genre de choses sur un stand, vous pouvez tout à fait vous imaginer ce que ça va donner au final. Donc, aujourd'hui, cette vidéo va être axée sur les laines variées, sur comment les exploiter au mieux, à quoi on peut s'attendre grossièrement quand on voit une laine variée teinte comme ça, ou une laine variée teinte comme ça, ou une laine variée teinte comme ça. Qu'est-ce que ça donne en fait au final et comment est-ce qu'on peut intégrer ça dans un projet tricoté quand on a 1, 2, 5 écheveaux. On va d'abord faire un peu de terminologie. Donc, il y a 3 grandes catégories, on va dire, de laine. Il y a de coloris, en fait. Il y a les unis, les semi-unis et puis les variés. Et dans les variés, on a une multitude de choix qui sont plus ou moins variés. Souvent, quand on pense laine variée, on pense des grands aplats de couleurs dans ce style. Alors, je n'ai pas pris de laine industrielle, mais il existe des laines industrielles où vous avez des grands aplats de couleurs. On pense souvent ça, mais ce n'est pas que ça, la laine variée. Donc, tout d'abord, commençons d'abord parce que qu'est-ce que c'est que la laine unie ? La laine unie, c'est ce genre de choses. En fait, souvent, ce sont les laines industrielles. Les laines industrielles sont teintes en bain, soit sur cône, soit sur toison, et donc on obtient un résultat qui est complètement uni, et on a un seul bain. Par exemple, moi, ça c'est la pérégrine. La pérégrine, c'est un bain unique que je fais teindre en 40 kg. Donc, vous aurez, si vous achetez 3 écheveaux, par exemple, ou 4 écheveaux pour faire un pull, vous n'aurez pas besoin d'alterner les écheveaux parce que la prise de la couleur est tout à fait uniforme selon les écheveaux, puisque on teint d'abord sur un brin et puis après on retord, donc ça évite qu'il y ait des taches et donc qu'on se retrouve avec des différences de couleurs. Maintenant, si vous êtes sur 2 bains différents, forcément, vous pouvez avoir des couleurs différentes, mais l'avantage des unis, c'est qu'on peut avoir quelque chose de tout à fait régulier sans avoir besoin d'alterner les écheveaux. Et souvent ça, en fait, il existe des unis chez les teinturières, mais ça nécessite un peu plus de manipulation, peut-être de nouveau remettre un bain ou un 3e bain, parce que en fonction de comment on prend la couleur, elle ne teigne absolument pas de la même manière qu'en industrie. Donc en fonction de la manière dont on prend la couleur, on a des unis qui ne sont pas tout à fait unis chez les teinturières, alors qu'en industrie, on ne travaille pas du tout de la même manière que chez les teinturières. Alors, il n'y a ni un bien ni un moins bien, il faut juste le savoir, c'est que quand on a un écheveau de teinturière, même uni, il vaut mieux alterner, alors que ce n'est pas nécessaire quand on a des écheveaux industriels, langue ou autre, s'ils sont du même bain. Alors, s'ils ne sont pas du même bain, vous alternez parce que sinon vous allez avoir des différences de bain et vous risquez de le voir. De toute façon, il faut de toute façon observer les couleurs avant de les tricoter pour s'assurer qu'ils soient quasiment identiques parce qu'on peut avoir des surprises. Ça m'est déjà arrivé d'acheter des laines et d'avoir le même bain et d'avoir des surprises, mais ce n'était pas de la laine, mais c'était de la fibre végétale et ça avait un moins prix sur un batch que sur l'autre et donc il faut alterner dans ce cas-là. Donc on a les laines unies, donc je vous dis laine pleine, coloris plein où vous n'avez pas de variation. Ensuite, on a ce qu'on appelle les semi-unis. Alors, les semi-unis sont souvent la marque de fabrique des teinturières qui font du semi-uni. Ce sont des couleurs qui, en fonction de la façon dont se met les chevaux dans le bain, parce qu'elles teignent en bac souvent,
Le pigment prend plus ou moins différemment en fonction, en fonction de son emplacement, en fonction du moment où il est immergé, en fonction de la distribution de la couleur dans le bain. Est-ce que ça a bien été mélangé, c'est pas mélangé? Ça, c'est vraiment, ça fait partie de la pâte de la teinturière. Il y a des semi-unis qui sont voulus, il y a des semi-unis qui ne sont pas voulus. Comment est placé les chevaux, etc., etc. Bon, bref. Donc ça, c'est vraiment une teinte. C'est une marque de fabrique des teinturières. Alors, on voit un peu moins de semi-unis maintenant. Au début des teintures, il y a à la main, il y a une quinzaine d'années, on en voyait quand même beaucoup, et c'est un peu moins le cas maintenant. Maintenant, on voit beaucoup plus de speckles, même s'il y a des teinturières dont la marque de fabrique, c'est le semi-uni, d'autres, c'est plus l'uni. Voilà. Donc, un semi-uni, c'est quoi? C'est ça, en fait. Si j'arrive à prendre ma laine sans... Voilà là. Ça, c'est un semi-uni. Vous voyez que, alors ça c'est de la Malabrigo, donc on est déjà sur des très grosses productions, mais on peut obtenir un semi-uni. Donc on a des coloris qui sont un peu pris différemment en fonction de l'endroit où comment ça a été teint. Alors il faut savoir que le semi-uni c'est la même couleur, on ne retravaille pas la couleur par la suite, on peut rajouter des speckles si on en veut envie. Alors si je raconte des conneries, des bêtises, pardon, vous me le dites, hein, les teinturières, donc les semi-unis, en fait, c'est la même teinture, c'est un même bain. C'est pas un travail de couleur, de rajouter de la couleur et ce genre de choses. Donc ça, ce sont les semi-unis. Et vous pouvez aussi les trouver en industrie. Il y a certains industriels qui travaillent sur des bancs de teinture où ils vont teindre en semi-uni ou alors en varié. Donc l'industriel, ce n'est pas que de l'uni, on peut avoir des surprises, on peut avoir autre chose que de l'uni. Donc ça, c'est Malabrigo, c'est de la sock, non, c'est de l'Ultimate Sock, c'est une laine, ça s'appelle, je ne sais plus quoi le coloris, c'est Neverland, c'est une laine que j'ai utilisée pour faire un prototype pour Malabrigo, je vous mets la photo ici. J'avais utilisé un écheveau pour faire une longue paire de chaussettes, je pensais en avoir besoin de 2, mais il m'en reste un. Donc ça, c'est de l'Ultimate Sock, de chez Malabrigo. Maintenant, je vais vous parler des laines un peu plus spécifiques, qui ne sont pas vraiment des variés. Alors, on les met dans les variés ou pas. Voilà, il n'y a pas de standard de toute façon. Ce sont les laines style autorayant, ombré et speckles. Alors, il existe ce qu'on appelle les autorayants. Ceci, par exemple. Ça, c'est un autorayant. Alors, ça existe en industriel et ça existe en laines qui ne sont pas en industriel, ça c'est une teinturière, le bruit des aiguilles, elle est connue pour ses autorayants. En fait, elles vont vraiment calculer de telle manière à ce que les rayures tombent pile poil. Alors ce sont des laines qui sont faites pour faire du fil à chaussettes, donc vous allez avoir des rayures qui vont être toujours les mêmes. Donc c'est un travail conséquent de teinture, il ne faut pas se leurrer, ça c'est vraiment un travail conséquent de teinture. Elle va calculer vraiment, alors je ne sais pas comment elle fait, je sais qu'elle a un outil particulier, le bruit des aiguilles pour pouvoir échefauder, mais elle va vraiment calculer pour que les rayures tombent bien. J'ai fait une paire de chaussettes, pas dans cette couleur-là, mais celle-ci, ça c'est, vous voyez, les rayures, elles sont tip-top. Voilà. Alors le talon, c'est un talon après coup, et donc j'ai acheté un mini, mais vos rayures, elles sont identiques. Donc, vous avez vraiment un calcul sur l'autorayant ici. Donc ça, c'est le genre de fil, et vous pouvez tout à fait avoir ce genre de fil sur de l'industriel. Ils calculent en fonction de ce que ça va donner, de ce qu'ils veulent faire. S'ils peuvent faire des motifs, par exemple. Regia faisait ça tout un temps. Je pense qu'elle le fait toujours, et vous tricotez votre paire de chaussettes qui est prévue en 38-39, et vous avez un motif qui se crée avec des petits points, avec des rayures et ce genre de choses. Donc ça, c'est le genre de choses autorayant que vous allez trouver chez les teinturières et en industriel, pas chez n'importe qui. Zauberball fait ça, Regia fait ça, Opal fait ça. Alors Opal, c'est un peu plus moucheté que autorayant. Et puis ici, moi, je connais le bruit des aiguilles, mais il y a aussi de Yarn Badger en Angleterre. Il y en a certainement d'autres, hein, mais ce sont les deux que je connais qui font de l'autorayant de très bonne qualité, où ça tombe bien et c'est pas complètement décalé. Ensuite, vous avez les ombrés qui sont vraiment des laines un peu plus spécifiques, des couleurs un peu plus spécifiques. C'est un travail de couleur où vous partez d'une couleur A vers une couleur B. Alors, soit cette couleur B est plus claire ou plus foncée et on est dans la gamme de couleurs, soit vous partez sur un opposé dans la gamme chromatique et vous avez une transition très douce d'une couleur vers l'autre. Donc ça, ce sont les ombrés, ce sont les gradients. Vous trouvez ça en industriel. Je pense notamment chez Openwall,
Ball, non pas la Crazy, mais Ball tout court, ils ont des laines en gradient. Donc vous avez vraiment une transition très douce d'une couleur à l'autre. Et puis vous avez notamment Squirrel Yarn qui, elle, fait des laines en ombre de ce style. Donc ça, c'est vraiment un gradient. Vous voyez, j'ai le coloris, j'ai fait 2 chaussettes avec un seul cake. Alors, j'ai plus de laine pour vous montrer en gradient, mais je vous montre la paire de chaussettes. On partait du rose vers le pas du rose, du lilas vers le corail rose, on va dire. Et moi, je commence par ici, donc on était sur du foncé, et puis ça s'atténue, et on arrive ici, où on a un mélange des deux, et on est de plus en plus vers le foncé. Alors, j'ai pas coupé pour que les couleurs soient pile poil. Donc, voyez un peu la transition que ça donne. On est sur quelque chose comme ça dans la transition au niveau des couleurs. Donc, vous avez vraiment une transition très douce d'une couleur vers l'autre. Donc, ça, ce sont les ombris et les gradients. Et pour terminer, on a les speckles. Les speckles, c'est quoi? C'est une laine sur laquelle on va saupoudrer des pigments secs pour pouvoir avoir des tout petits points de couleur. Alors, ici, j'en ai. Je ne sais pas si vous verrez. Voilà. Alors, la base est une laine variée, je vous expliquerai après ce que ça va être, sur lequel on a mis des speckles. Donc, on peut soit choisir de faire une couleur pleine et rajouter des speckles, comme on peut choisir, par exemple, de faire un travail de couleur, par exemple, un ton sur ton ou que sais-je, et rajouter des speckles après. Donc, vous voyez, c'est les tout petits points de couleur. Ici, je vais descendre, on voit un peu mieux ici. Vous voyez, ça c'est les speckles, les petits points de couleur. Donc ça c'est rajouté par la suite au niveau du bain de teinture où on saupoudre de la couleur sur des pigments de couleur sur les teintures. Alors ça prend différemment en fonction de la fibre. Les fibres style Merino Superwash, les couleurs restent fixes. C'est un peu plus différent quand on va sur du mohair, qu'on va sur de l'alpaga, sur du lama, sur du yak ou bien sur des laines non superwash, les pigments vont se répartir différemment. Et ça, c'est vraiment le travail de la teinturière qui fait que vous avez des tout petits aplats de couleurs ou des grands aplats de couleurs en fonction de la diffusion. Et ça, c'est vraiment une question de pâte et de touche qui est typique de la teinturière. Donc ça, voilà, vous avez ce genre de choses. Ça, c'est au fil d'Horus. Et puis, vous l'avez aussi en industriel, par exemple, ça, voilà. Ça, ce sont aussi des speckles. Et ça, c'est de la Mondim de Retrosario. Donc, vous voyez, vous pouvez tout à fait faire ça aussi en industriel. On en trouve aussi pas mal chez Malabrigo. Alors, Malabrigo, c'est de la teinture main, mais industrialisée. Je ne sais pas comment ils font. Honnêtement, ça, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire décrire le processus parce que je ne le connais pas. Il faudrait que je me renseigne. C'est souvent des secrets de fabrication qui ne partagent pas. Hein. Donc, ça, c'est... Je ne sais pas comment ils font chez Retrosario pour teindre et pour avoir des speckles qui ne se diffusent pas énormément parce que c'est de la laine non superwash, la Retrosario. Donc, je poserai la question si on veut bien me répondre sur ce que ça donne. Alors, il n'y a pas que Retrosario, il y en a d'autres qui travaillent des speckles en industriel. Donc, voilà ce que ça peut donner. Alors, on a beaucoup ou peu. Voilà. Vous pouvez avoir peu de speckles, vous pouvez avoir énormément de speckles. Vous pouvez avoir des laines sur lesquelles vous avez... Je pense ici, non, ce n'est pas le cas. Vous avez des laines où il y en a très peu à très peu d'endroits, et à un petit endroit, et d'autres où la laine est surchargée. Et voilà, c'est vraiment une question de travail, d'artisanat, vraiment, du fil à ce niveau-là, et de travail de la couleur. Et puis, on a ce qu'on appelle les laines variées. Alors, les laines variées, elles peuvent être différentes, c'est-à-dire qu'on peut avoir des grands aplats de couleurs, comme on peut avoir du ton sur ton. Le ton sur ton, c'est quoi? C'est ça, par exemple. Alors, on va se dire, mais c'est un semi-solide. Mais non, en fait, ce n'est pas un semi-solide. On a 2, voire 3 couleurs, si je ne me trompe, dans cet écheveau différents, qui sont travaillés dans la même gamme. Donc, on est sur du ton sur ton, mais travaillés séparément. Donc, on n'est pas sur du semi-solide. On a vraiment un travail de couleur où on a, par exemple, du brun clair et du brun foncé. Et je pense qu'il y a un peu de... couleur nude, peau un peu comme ça, un peu orangé. Donc vous avez ça et vous travaillez sur différents bains. Et en fonction de la façon dont ça prend sur la teinture, je vais essayer de défaire les chevaux. Voilà, je défais les chevaux. Vous voyez, on a quelque chose de différent. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et ça fait partie du travail des teinturières. Alors, je ne peux pas vous dire parce que je pense qu'elles travaillent toutes plus ou moins différemment. Elles ont toutes leurs petites astuces. Voilà ce que ça donne. Donc, vous avez le ton sur ton. Et puis, après, on a les variés qui sont beaucoup plus différents.
on a par exemple, je le referai après ça, celui-ci, où on a aussi un travail en bande, par exemple, voyez? Donc on a un mélange de couleurs en bande, avec un tout petit peu de speckles, si je ne me trompe pas. Non, il n'y a pas de speckles. Donc ça peut être, ça c'est un varié, mais très subtil, ce varié. On a ensuite, je rebobine, je referai mes écheveaux correctement après, ce genre de fil où on a vraiment un aplat de couleur à un endroit, voilà, comme ça, voilà. Vous avez un aplat de couleur à un endroit, un autre aplat à l'autre endroit, et puis après vous avez un mélange de couleurs où vous avez le rappel de cette couleur-ci. Alors il y en a plusieurs de couleurs dans celui-ci, il y a du bleu, il y a du brun, et puis après ça, vous avez un mélange, vous avez un peu de brun clair, puis vous retrouverez du bleu ici. Donc voilà, vous avez ça aussi, c'est un varié. Donc vous voyez, c'est en fonction de la façon dont est installé les chevaux et comment elles teignent, comment elles vont travailler la teinture, d'une différente manière. Il y en a qui peignent carrément leurs écheveaux, et vous aurez ce genre de fil. Je vais peut-être vous en défaire encore un. Lapsmiths ici, par exemple, on est vraiment sur de l'uni d'un côté, ou du semi-uni, et on a vraiment une grande bande de couleurs ici. Alors, comment est-ce que ça se comporte, ce genre de fil? Donc, voilà un peu ce qu'on a en varié, multiples et variés, c'est le cas de le dire. Vous avez du subtil, du moins subtil, du beaucoup plus tranché, des aplats de couleurs qui sont à différents endroits, des endroits où vous avez vraiment une seule partie qui est colorée et l'autre est en semi-uni, vous avez des speckles. Voilà, le montre s'offre à vous, c'est de l'artisanat, donc vous avez plein de couleurs différentes. C'est voilà, c'est quand même complètement en fonction de les chevaux que vous allez avoir en main, vous allez réfléchir à la couleur et comment vous allez le travailler, puisque c'est quand même très 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 différent d'une teinturière à l'autre ou d'une industrie à l'autre. Comment faire pour exploiter ça? Alors, il faut savoir qu'il y a quand même des critères à prendre en compte. Il faut savoir que les résultats seront différents en fonction des aiguilles que vous allez utiliser, donc de votre tension. Si vous tricotez serré, vous aurez plus de mailles, forcément, ou tricotez un échantillon petit, plus de mailles, donc par exemple des rayures moins longues que si vous tricotez sur moins serré. Donc par exemple, si vous tricotez en 2,5 et vous tricotez la même laine, en 2,5 et l'autre laine en 3,5, par exemple, vous imaginez, vous faites une chaussette ou vous faites un châle, vous aurez quand même des coloris répartis différemment. Vous aurez aussi une différence si vous tricotez à plat ou si vous tricotez en rond, forcément, puisque vous êtes dans un cercle, les couleurs se succèdent dans le cercle, par exemple, hein, quand on parle d'un écheveau. Si je prends celui-ci, vous le tricotez en rond, par exemple, vous le tricotez en rond, vous partez d'une couleur et vous allez arriver de l'autre, hein, comme ceci. Si vous tricotez à plat, forcément, vous allez tricoter à plat cette partie-là, et puis dans l'autre sens, celle-ci. Donc les couleurs ne vont pas se répartir de la même manière. Et aussi, c'est une question de largeur de projet. Si vous tricotez un pull pour une taille XS ou un pull pour une taille 3XL, forcément, les couleurs ne vont pas se répartir de la même manière. Si vous tricotez une paire de chaussettes, ou vous tricotez un bonnet, ou vous tricotez des gants, forcément, les couleurs ne se répartissent pas de la même manière. Donc, vous avez votre laine, vous identifiez speckles, pas speckles, semi-uni, ton sur ton, gras varié, mais vous devez aussi réfléchir quel va être mon projet pour faire ce genre de laine. Alors si vous l'avez acheté, vous pouvez vous dire, ben, ça va plutôt être axé chaussettes, ça va être plutôt bonnet, ça je peux l'intégrer dans un pull ou dans un châle. Donc en fonction de la façon dont c'est teint, vous pouvez axer certaines couleurs pour tel projet et telle couleur ou tel type de varié pour tel projet. En fonction de la façon dont c'est teint, par exemple ceci ou l'autre, que je vous montrerai celle-ci par exemple, vous aurez des effets différents et ça a une terminologie. Ces effets, ça s'appelle le pulling, le flashing, le striping, etc., etc. Je vais en parler tout de suite, je vais vous faire une terminologie de ce genre de résultats. Alors, tout d'abord, vous connaissez certainement le
pooling, c'est-à-dire que vous allez avoir une zone de couleur. Je vous mets une photo ici parce que je n'ai pas vraiment d'exemple pour vous montrer sur un patron parce que c'est quelque chose auquel je fais attention quand je tricote. Le pooling, c'est vraiment une zone de couleur comme un étang qui va se répartir sur le pull. Par exemple, si vous faites une grande circonférence. Ça, c'est le genre de choses que vous allez avoir avec ce genre d'écheveau, du pooling. Ou ce genre d'écheveau. Voilà. Alors, ça gêne ou ça ne gêne pas. Vous avez des grands aplats de couleurs et en fonction de votre circonférence, ces mêmes couleurs, donc par exemple le noir, va se retrouver à un endroit et le jaune va se retrouver à un autre endroit et vous allez avoir vraiment des zones très colorées et puis peut-être des petites rayures ailleurs et vous aurez peut-être un gros effet de pooling sur le pull. Ça, voilà, c'est très difficile à déterminer, mais c'est plutôt dans le genre des chevaux teints comme ça. Voilà, dans ce genre des chevaux teints comme ceci. Alors, vous avez ça, mais vous avez aussi dans ce genre des chevaux ce qu'on appelle le flashing, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir une zone un peu diffuse de couleurs, vous allez avoir des grandes zébrures, un coup de zébrure par exemple dans le dos, vous allez avoir une grande couleur, par exemple une pointe qui va aller dans le dos et s'affinant. On appelle ça du flashing. C'est du pooling, mais la forme est moins la forme d'un étang, c'est plus la forme d'un éclair. Donc ça, c'est une deuxième chose que vous pouvez obtenir quand vous tricotez. Vous avez ensuite du style rayure. Alors, les rayures, elles vont se répartir plus ou moins longuement en fonction de la façon dont c'est teint. Vous avez ça avec ce genre d'écheveau. Et ça va donner ce genre de choses, en fait. Vous voyez, regardez. J'avais fait une longue chaussette en arco-iris yarn, et donc on a des rayures plus ou moins longues. On a des grandes et des petites. Alors évidemment, plus la circonférence sera grande, plus les rayures seront petites. Plus la circonférence est petite, plus les rayures seront grandes. Donc vous voyez, j'ai quand même une zone là où j'ai une zone de pooling. À l'arrière du pied, là, ça s'appelle du pooling. Et puis là, on a des rayures. Alors on a des grandes rayures et on a encore du pooling ici devant. On a des grandes rayures et des petites rayures noires. Donc ça, c'est vraiment un effet qu'on peut avoir avec ce genre d'écheveau. Voilà. Alors c'est une chaussette. Ça fait rayer sans être rayé. Donc vous voyez, je vais mettre ma main pour que vous voyez vraiment la zone de pooling. Ça, c'est vraiment une zone de pooling. Alors c'est même du flashing plutôt que du pooling parce on part sur comme ça en diagonale. On est plus sur du pooling ici. Vous voyez, là. Voilà. Donc, et devant, on est sur des rayures. Donc ça, c'est le genre de choses que vous pouvez avoir avec ce genre d'écheveau pour avoir ce genre de résultat. Maintenant, on peut avoir, avec les speckles, par exemple, ce genre de résultat. Donc, vous allez avoir des micro-rayures, mais qui ne sont pas vraiment des rayures. On a des taches, en fait. On a de temps en temps une petite rayure, de temps en temps, on a une tache. Voilà, ça, vous pouvez obtenir ça avec des speckles qui sont un peu chargés. Et pour terminer, on a ce qu'on appelle les rayures en spirale, le spiraling. Donc ça, par exemple, voyez? Donc en fait, je suis sur une circonférence et mon coloris tourne. Donc on a vraiment du spiraling. Donc j'ai des micro-rayures ici devant, mais sur ma cheville, j'ai du spiraling. Donc c'est vraiment des rayures qui sont en spirale. Et en fonction, évidemment, ça ne va pas se répartir de la même manière si je suis sur un pull que ça ne l'est sur ce genre de coloris où on est sur une chaussette. Donc voilà la terminologie au niveau de la répartition des couleurs. Donc le pooling, cet amas de couleurs un peu diffuse. Le flashing, cette zone un peu plus abrupte de couleurs. Puis les rayures et micro-rayures. Et puis ce genre de choses, les spirales. Que faire quand on a une laine variée? Comment l'exploiter au mieux? Alors, il faut savoir que le jersey, si vous aimez d'avoir des aplats de couleurs un peu n'importe quoi dans tous les sens, le jersey, pourquoi pas, le point mousse, pourquoi pas. Maintenant, si vous n'aimez pas spécialement ça et vous avez envie d'exploiter ça au mieux, comment faire? Tout d'abord, il y a des choses à ne pas utiliser quand on veut, enfin les laines variées ne sont pas adaptées à certains projets, c'est par exemple la dentelle compliquée. Vous allez noyer votre dentelle qui est déjà compliquée dans un motif dans une laine qui est ultra chargée. Donc on va rien voir du tout. Donc tous les pulls avec de la dentelle japonaise ou des châles avec de la dentelle japonaise ou de l'Orenbourg ou du Shetland ou n'importe quelle laine compliquée, chargée,
enfin, un motif chargé de dentelle, ça ne va pas fonctionner avec une laine variée. C'est clair et net, ça ne va pas fonctionner. Vous ne verrez rien, vous noyez, vous donnez trop d'informations sur le tricot, au point que, on a de l'information du côté de la laine, et on a de l'information du côté de la texture, en fait, de la dentelle, et donc on ne voit plus rien. Donc ça, c'est absolument à proscrire, c'est la dentelle. Quand on tricote avec des laines variées, c'est pas beau parce qu'on ne voit rien. Un tout petit peu de dentelle, ça va, mais trop de dentelle, non. Idem pour les torsades. Si vous avez des torsades et qu'un pull qui est tout en torsade, en laine variée, on va absolument à rien voir. Mais rien du tout parce qu'en fait, il y a aussi trop d'informations. Donc les laines, les textures style dentelle et torsade, c'est pas intéressant quand on utilise des laines variées. Par contre, on peut utiliser des points texturés qui sont simples, style point de riz, point de blé, point de lin. Ce sont des laines, des points qui cassent en fait la dynamique rayure, par exemple, dans une rayure ou dans une micro-rayure. Vous allez avoir un changement de texture qui va faire qu'on exploite le fil différemment et vous allez avoir un rendu différent. Moi, personnellement, dans les laines variées, style que je vous ai montré un peu avec beaucoup d'aplats de couleurs, je trouve que le point de lin, c'est vraiment, ça rend un rendu mais vraiment très 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 joli. Je vous montrerai des exemples par la suite. Donc ça, par exemple, ce sont le genre de patrons que moi j'aime bien faire quand j'utilise des laines variées. Maintenant, une autre chose que vous pouvez faire quand vous avez une laine variée, c'est utiliser une laine unie pour pouvoir casser cet effet varié, pour pouvoir mettre en valeur cet effet varié. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme point dans le cas d'une laine, un mélange de laine unie et de laine autorayante ou à rayure ou créant du pooling ou ce genre de choses, bêtement des rayures. Vous utilisez non pas, par exemple, je vais prendre un des écheveaux qui est ici, voilà. Ici, ça vaut la peine d'utiliser, par exemple, alors peut-être pas un noir, mais on va dire un violet ou un rose foncé. Ça pourrait fonctionner très bien. Voilà, voyez. Alors, est-ce que ça fonctionne? Non, mon rose n'est pas assez bien de mes oncles, ça tire un peu trop sur l'orangé, mais vous pouvez tout à fait envisager de partir sur une couleur foncée. Idéalement, quand on veut que ça tranche, il ne faut pas qu'on soit du tout dans la même couleur. Quand vous avez envie de faire de la mosaïque, par exemple, la mosaïque, ce sont des rayures avec des mailles glissées, il faut vraiment prendre quelque chose qui tranche très fort, sinon on n'arrivera pas à lire le tricot. Donc, vous pouvez tout à fait utiliser un autorayant, un gradient, une laine variée, quand vous faites de la mosaïque, quand vous faites du jacquard, quand vous faites des rayures. C'est tout à fait envisageable, du moment que dans la laine, par exemple à speckles, ou dans la laine, la laine variée, vous allez avoir par exemple du jaune et du noir, ou du bleu foncé, du noir et du jaune. Vous n'allez pas utiliser ni une gamme de jaune, ni une gamme de bleu, ni une gamme de noir. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas lire. À un moment donné, votre jacquard va être noyé, vous allez avoir des points qui vont être en noir alors que votre couleur de fond est en noir. On ne va plus pouvoir le lire. Donc, il faut vraiment partir sur des couleurs différentes et c'est tout à fait envisageable. Donc, par exemple, je réfléchis à quelle laine j'ai. Bon, celle-ci, par exemple, leur jacquard peut très bien fonctionner. Vous prenez un contrastant suffisamment, un brun orangé, par exemple, suffisamment intéressant et vous allez faire par exemple un empiècement en circulaire avec ce genre de fil et vous allez avoir un très joli rendu, quelque chose de pas uni. Voilà, dans le jacquard, ça peut très bien fonctionner. Idem la mosaïque. Par contre ici, tout de suite, ce genre de fil, c'est un peu plus compliqué parce qu'on part sur du clair et du foncé. Que choisir à part un blanc? Voilà. Ou un gris très clair, très très clair, pour que les couleurs ressortent. Par contre, on peut tout à fait exploiter ça d'une autre manière, c'est en brioche. Donc la brioche, c'est de la texture. Et on peut jouer avec une laine très variée et une laine unie, parce qu'on va avoir un effet contraste très important. Ça, c'est chouette. Ce genre de coloris-là, en brioche, ça fonctionne très bien, parce que la brioche, ce sont des colonnes. Donc les couleurs vont être cassées par l'effet bimatière, enfin l'effet de 2 dimensions, 3 dimensions. L'effet 3 dimensions, donc vous allez avoir votre brioche qui ressort, puis qui rentre, puis qui ressort un peu comme les côtes. Donc vous allez avoir un rendu qui va être très sympa et vous utilisez un contrastant derrière. Ainsi, vous avez quelque chose qui est complètement contrasté, justement. Ou vous utilisez un fil de texture différente. Pourquoi pas utiliser du mohair? Donc ça va rendre très très bien en brioche. Par exemple, on va très bien lire le point, même si vous faites des motifs en brioche. Ça va être plus compliqué en jacquard, ça va être beaucoup plus compliqué en mosaïque. Donc voilà en gros ce que vous pouvez faire avec de la
laine variée. En fonction de la laine variée, en fonction de la façon dont c'est teint, vous pouvez partir sur différentes textures au niveau des patrons. Vous choisissez, vous regardez vos patrons et vous dites tiens ça peut fonctionner, ça ne peut pas fonctionner. On a par exemple une teinturière qui est connue, qui a fait pas mal de patrons et qui travaille maintenant avec Madeleine Tosh, c'est Barker Wool. Elle fait ce genre de coloris. Donc vous avez, alors souvent c'est plus un quart des chevaux, c'est pas Barker Wool, hein, ça. C'est plus un quart des chevaux et puis le reste c'est dans une autre couleur. Et elle a créé des patrons qui fonctionnent avec ce genre de laine. C'est du pooling assigné, assigned pooling, je ne sais pas comment on prononce ce nom-là. Donc en fait, en fonction de, on tricote, en jersey par exemple, le brun, et puis quand on arrive au bleu, on change de texture. On change de texture, on va faire un autre point, on va faire un bobble, on va faire une fleur, on va faire plein d'autres choses. Je vous en parlerai après, vous verrez, il y a des exemples. Donc ça, c'est le genre de patron où on peut décider, ben, tiens, quand j'arrive sur telle couleur, on est sur 2 couleurs, ici brun et bleu, je tricote en jersey le brun et le bleu, je vais le tricoter en jersey en vert. Pourquoi pas? Ça vous donne quelque chose dans des dimensions différentes et un rendu différent. Donc ça, par exemple, Barker Wool, elle est spécialisée dans ce genre de patron et de laine pour pouvoir faire du pooling assigné, donc de l'assign pooling, pour mettre ça en valeur, en fait. Parce que, bon, dans du jersey, je ne suis pas sûre que ça sera rendu en valeur de la même manière. Et dernière chose, ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas, donc on est sur les points texturés, vous avez l'utilisation d'une laine unie avec votre varié, mais vous pouvez aussi envisager de doubler votre fil pour pouvoir atténuer le côté varié. Vous pouvez tout à fait doubler avec un autre fil de la même qualité, ou vous pouvez doubler avec du mohair, ce qui va rendre les couleurs beaucoup plus éteintes, beaucoup plus soft, et donc vous aurez moins d'effets tranchés sur votre pull. Par exemple, moi ici, j'ai fait un pull en double avec un set qui m'avait été, je pense que c'est les Chevaux Solidaires, qui m'avait été envoyé par les Chevaux Solidaires ou que j'avais acheté, je ne sais plus, c'était de l'ancien stock, donc je ne pourrais plus vous dire. Et j'avais voulu faire un patron d'Irene Lynn. Et en fait, j'avais pas de couleur qui fonctionnait vraiment en fade. Donc, je me suis dit que j'allais créer mon fade moi-même. Et en plus, on demandait de l'indiquer. Donc, j'ai doublé le fil, voyez. Et ça donne ceci. Voilà. Et donc, on était vraiment sur des couleurs très tranchées. On aurait vu. J'aurais pu travailler le fil en disant je fais quelques rayures pour faire un fade, mais je n'étais pas convaincue. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai doublé mon fil. Au début, je l'ai doublé dans la même couleur, puis j'ai introduit la couleur B, puis j'ai retiré la couleur A et j'ai mis la couleur C. Vous voyez, j'ai vraiment fait de manière un peu comme le marled pour pouvoir avoir quelque chose qui était beaucoup plus soft, beaucoup plus uni, beaucoup plus en transition plus douce que si j'avais changé des chevaux. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait envisager. Alors ici, j'ai doublé avec mes laines qui était varié, mais j'aurais pu tout à fait doubler avec un fil uni tout au long, et j'aurais eu quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus doux, une transition beaucoup plus douce. Donc ça, c'est tout à fait le genre de choses que vous pouvez faire quand vous utilisez des laines variées, c'est de compenser avec une laine unie ou une autre texture, style mohair, style broche alpaga silk, silk soie ou que sais-je, hein, qu'est-ce qui vous passe par la tête, pour pouvoir atténuer l'effet varié. Je vous ai parlé de pooling assigné de Barker Wool. En voici 2 exemples. On a par exemple le patron Floriculture, qui est un patron de pull, où elle a utilisé sa laine teinte en 2 coloris et une laine unie pour faire un pull. Et donc vous avez des daisy stitch, c'est ce qu'on appelle des points pâquerettes, qui sont tricotés avec la laine rose, donc vous avez un effet texture partout sur le pull. Vous avez elle aussi. Alors, je suis sur mon téléphone, je suis désolée, j'ai plus de réseau, donc il a fallu que je prenne mon téléphone parce que mon PC ne veut pas. Le Bloom, qui est aussi de la sign pooling, donc elle a travaillé un peu de feather and fan, donc le point éventail, et elle a ajouté aussi un point texturé, donc vous avez aussi des pâquerettes, donc le Bloom, elle en a beaucoup, hein, des patrons où elle a décliné plein de points texturés avec ce genre de fil. Donc ça, par exemple, c'est ce que vous pouvez utiliser avec un style pooling assigné, par exemple, la laine bleue, je vous ai montré, avec tout du brun et juste la pointe de bleu. Quand la couleur est suffisamment importante, vous pouvez tout à fait dire, eh bien moi là, je vais faire une pointe texture différente,
des points pâquerettes, des bubbles, du point en verre, que sais-je, du point de blé, du point de lin, ce qui vous passe par la tête. Donc ça, c'est par exemple là quelque chose qui est teint dans le but précis de faire quelque chose. Donc, mais vous pouvez trouver ça chez les teinturières, vous pouvez tout à fait trouver ce genre de coloris. Maintenant, que peut-on faire avec une laine vraiment variée? Par exemple, je vous ai dit, des rayures et des mailles glissées. Par exemple, ici, le Botanic Shawl de Stephen West. On est vraiment sur une laine variée et en squelette, vous avez une laine unie et donc vous avez quelque chose qui va vraiment jouer avec cet effet bicolore. Vous pouvez faire ça avec, par exemple, du mosaïque. Donc vous avez le Botanic Shawl, les mailles glissées, c'est du mosaïque, hein, tout simplement. Ici, c'est juste que c'est une colonne et c'est pas un motif. Mais vous avez le Synchronicity de Cheryl Faust, par exemple, ici, qui est fait aussi avec une laine variée et une laine blanche pour jouer cet effet justement multicolore, atténué par un effet uni à côté. Et donc vous avez vraiment un motif qui ressort et qui n'est pas simplement en uni, dans deux couleurs. Vous pouvez tout à fait jouer avec ça. Ça, c'est le Synchronicity de Cheryl Faust. Vous avez aussi en brioche, comment utiliser en brioche de la laine à speckles. Vous avez ici, par exemple, le porte-shawl de Suzanne Somers, où vous avez une zone où elle a un point texturé avec sa laine à speckles, mais elle a du brioche. Et vous voyez que la laine à speckles, en fait, elle noie un peu le motif. Mais comme le point texturé ici est quand même relativement simple, on arrive à le lire. Et en brioche, ça fonctionne très bien. Donc, le porte-shawlette de Suzanne Somers. Alors, il y a des multiples. Hein. Vous pouvez tout à fait envisager de faire tous les patrons en brioche, en laine à speckles et en laine unie, par exemple. Je vous ai parlé du point de lin. Pour les laines très variées, la Koigu, par exemple, est une laine très variée. On a le Koigu Linen Stitch Scarf. Vous pouvez utiliser par exemple ça avec des laines Malabrigo, parce que Malabrigo, sur certains coloris, on est dans le très très varié. Et bien ça donne un résultat très chouette, à la limite du tissage. Je trouve ça vraiment très joli. Donc ce patron, Koigu Linen Stitch Scarf. Et c'est le premier que j'ai trouvé, parce qu'il y en a plein de patrons en point de lin. Il y a un patron avec d'une designer japonaise que je trouvais très joli, je ne l'ai pas retrouvé. Il date d'une dizaine d'années, donc je n'ai pas passé mon temps à chercher très loin dans Ravelry. Mais c'est le genre de patron qui pourrait tout à fait convenir pour faire un col, par exemple, en point de lin. Pour avoir un rendu, vous avez un écheveau, vous ne savez pas qu'en faire, vous faites du point de lin, un col, et ça fonctionne du tonnerre. Vous avez aussi... Vous avez du Tuck Stitch, qui est une variante du point brioche. Le Turning Road Col, où on joue aussi avec deux laines à speckles différentes et une laine variée. Alors une, elle est plutôt ton sur ton et l'autre à speckles. Et donc vous avez ce résultat très joli de sortes de coquilles qui se font tout le long du col. Donc ça aussi c'est envisageable. Dans le genre exploitation de la laine variée avec un peu de dentelle, on a un motif de dentelle simple sur le Garden of Giverny Shawl d'Alina Apasova, où on a vraiment cette laine variée qui est située au niveau du motif de coquille et séparée par une laine semi-solide. Donc ça met très en avant le motif parce que la dentelle est simple, pas compliqué, donc on arrive à quand même la lire et en ayant un jeu de couleurs. Dans le même style, on a le Pipe to the Post d'Hélène Kennedy, qui est une alternance de points pâquerettes et de points mousse. Donc vous avez vraiment ce châle qui est vraiment super joli, avec ces aplats de couleurs, ces petites touches de couleurs à droite à gauche, et vous avez un triangle avec de l'uni. En fait, la couleur du fond est en uni, donc ça c'est vraiment très joli. Et dans le même style, on a le Mira de... Non, pas le Mira. Le Mira c'est un autre. L'Akiko Shawl de Justine Vallée, où on a Alice Crochette, on a, là on est en crochet, une alternance de points simples et des petits bubbles. Donc on a vraiment un très joli rendu en alternant une laine très variée, très vive, très colorée et une couleur beaucoup plus profonde et vous avez un résultat magnifique. C'est le Akiko Shawl. Donc ce que je vous ai dit là, c'est valable aussi pour le crochet évidemment. Donc vous pouvez tout à fait exploiter les couleurs différemment en fonction du point
en crochet que si vous faites simplement des points, des mailles serrées. Vous pouvez tout à fait envisager de faire des grannies, vous pouvez tout à fait envisager de faire des bubbles, vous pouvez envisager de filer des points popcorn pour pouvoir mettre en avant les couleurs. Il existe d'ailleurs, je parlais de Barker Wool, il existe le pendant en version crochet, donc le genre de shawl où vous avez par exemple tricoté tout droit et puis un aplat de couleurs et on fait un bubbles, on fait une poire pokerette, vous l'avez au niveau crochet. Donc vous les trouvez aussi au niveau crochet, ces châles-là. Et puis vous avez aussi, par exemple, je vous montre un motif de chevron. Par exemple, ça c'est le genre de point qui fonctionne très bien avec des variés. Le chevron, le point éventail, le Mirador de Tim Teasdale. Et donc, vous avez vraiment cette succession de couleurs qui est vraiment très jolie, un très joli rendu. Moi, j'avais fait un patron, le Painting Brick Shawl. Alors, c'est pas du chevron, mais je l'avais fait avec de la laine 1000 coloris de l'encre et du noir. Et on a vraiment un résultat qui est vraiment très joli. Malheureusement, il a été feutré dans la maison de repos. Hein, elles l'ont passé en machine avec le reste. Elles n'ont pas fait attention et donc il a été ruiné. Mais ça donnait très bien parce que j'avais pas envie de m'amuser à rentrer les fils et à changer de couleur sur toutes les répétitions. J'ai utilisé 2 plots de 1000 coloris et ça fonctionne très bien. Et pour terminer, vous avez aussi dans les pulls, par exemple, le Mira Pattern de Justina Lorkowska, où vous voyez le rendu que ça donne sur les manches, et un rendu tout à fait différent sur le corps. Elle a utilisé un point texturé qui donne qu'on a un effet de profondeur qui change tout à fait la dynamique des couleurs. Donc vous avez des couleurs qui rentrent différemment en fonction de l'endroit où ça se trouve, et aussi de la texture. Donc vous pouvez tout à fait envisager de faire ça avec une laine variée. Vous voyez ce que ça donne sur la manche, et vous voyez ce que ça donne sur le corps. En conclusion, les laines variées, vous pouvez les utiliser de multiples façons. En les couplant avec une laine unie, en les doublant avec une laine unie, en jouant avec la texture, en jouant avec le fil, en jouant avec le motif. Donc vous pouvez vous amuser, que ce soit en mosaïque, que ce soit en jacquard, que ce soit en brioche, que ce soit bêtement avec du point de riz ou du point de lin ou du point de mousse, ou bêtement, si vous aimez ça, du jersey, rien ne vous empêche, vous pouvez vous amuser avec des laines variées. Je rappelle qu'il y a un cal défi de l'été qui va être lancé le 15 juin. Si vous n'avez jamais tricoté de laine variée, c'est l'occasion de vous lancer et de chercher le patron qui vous mettra au défi d'utiliser une laine variée dans laquelle vous avez craqué en fait. Parce que ben voilà, on a quand même des laines dans son stock en se disant mais qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien vous pouvez tout à fait l'intégrer dans un col, dans un châle, dans qu'est-ce que vous pouvez imaginer. Et si jamais vous avez une laine variée dont vous ne savez que faire, en figuring par exemple, vous pouvez tout à fait la transformer en col avec un point de lin et ça va donner très joli. Comme vous pouvez tout à fait dire, je vais en faire une paire de chaussettes. Voilà, les chaussettes, elles pardonnent beaucoup de choses, c'est l'occasion d'essayer. Donc voilà ma vidéo sur les laines variées, j'espère que ça vous a aidé un peu à vous affranchir et de vous dire, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire de mon stock. Il n'y a rien de mal à tricoter des variés, il n'y a rien de mal à tricoter du jersey avec des laines variées, il n'y a que du bien à se faire en se faisant plaisir et en s'amusant. Je vous montre un exemple ici d'un col que j'ai fait avec 2 laines qui ont été des laines des petits points parisiens qui sont dans mon stock depuis un petit temps. Je pense que c'était 2019. Eh bien, j'ai utilisé une laine variée, justement, dont je ne savais pas quoi faire. Une laine variée en bouclette mohair et j'ai joué sur la couleur, sur la texture en alliant une couleur unie. Voilà pour ma vidéo, j'ai une newsletter, n'oubliez pas de partager, d'aimer, de vous abonner si vous avez envie de vous abonner. N'hésitez pas non plus à donner un coffee ou donner un thanks si vous avez envie. Hein, voilà, c'est ouvert, vous n'êtes pas obligé. Hein, moi, je ne force pas à donner de l'argent. Les vidéos restent en libre accès. Et puis, on se retrouve de toute façon, comme d'habitude, la semaine prochaine.